Bonsoir à tous, bienvenue au Club de lecture d'un océan à l'autre. Mon nom est Xavier Giroux, ça me fait plaisir de vous retrouver pour le club de ce mois-ci. On discute ce soir du roman Coquelicot sur un rocher, paru en 2018 chez Bouton d'Or Acadie. C'est écrit par l'autrice franco-ontarienne Aurélie Rach. C'est un roman qui met en scène la guerre qu'a menée les États-Unis avec l'Afghanistan au début des années 2000. Le Canada y a participé aussi. Peut-être qu'il y en a d'autres parmi ceux qui nous écoutent ce soir qui cette guerre-là a touché au sein même de leur famille. En tout cas, c'est mon cas. J'ai un cousin qui a été combattre en Afghanistan. Donc, il y a tout ça de particulier avec le rapport que j'ai entretenu avec ce livre-là. J'ai hâte d'en parler avec les panélistes, que je vous présente sans plus tarder. Je suis en compagnie de deux grandes lectrices. Donc, tout d'abord, l'autrice et directrice artistique et metteuse en scène franco-albertaine, Josée Thibault. Bonsoir, Josée. Bonsoir. Je suis très content de te rencontrer, surtout que tu es perdu dans les brumes. À ce que j'entends à Edmonton, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, la fumée. On est dans la fumée depuis 5 ou 6 jours ici. Donc, la fumée de la Colombie-Britannique, des feux qui font ravage là-bas. Aussi, le nord de l'Alberta. Finalement, l'ouest brûle. Là, et l'ouest a chaud depuis quelques semaines, ce qui est assez... Les feux, on est malheureusement un peu habitués, mais la chaleur, c'est assez surprenant cet été. En tout cas, on est content de t'avoir avec nous en bonne santé, puis loin des flammes, en tout cas, même si la fumée est présente. Et puis, tu es accompagné ce soir de l'autrice et médiatrice culturelle, créatrice de contenu web aussi, vouée à la littérature. Il s'agit de Mélanie Janard. Bonsoir, Mélanie. Salut Xavier! Donc, Mélanie, tu es à Montréal présentement. Tu es l'une des pionnières, en fait, dans ce qu'on appelle le booktubing. Là, tu as changé de plateforme, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais comme, en termes de création de contenu autour de la littérature? Oui, ben, ça fait quelques années déjà que j'ai décidé de faire ça. En fait, moi, j'avais toujours aimé ça, parler de livres, prendre la parole, puis parler de livres. Puis, je voulais travailler en littérature, mais ça ne marchait pas nécessairement. Fait que je me suis dit, OK, ben, je vais le faire par moi-même. C'est là que j'avais commencé ma chaîne YouTube. Là, finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment long de faire des vidéos YouTube. Puis, ça demandait, je sais pas, ça de fil en aiguille, je suis allée petit peu plus vers Instagram. Je ne suis pas la personne la plus régulière non plus. Je ne me mets pas vraiment de pression par rapport à ça, mais je le fais vraiment par le plaisir. Puis c'est ça. Mais maintenant, ouais, tu disais comme pionnière, mais maintenant, il y a vraiment beaucoup de monde qui font ça. Les bookstagrammers, puis les booktubers aussi. C'est assez varié, puis ça va couvrir plusieurs types de littérature aussi. Vous êtes devenu comme une petite communauté quand même. Et est-ce que tu peux nous donner ton pseudo Instagram pour qu'on puisse te suivre s'il y en a qui ça Oui, bien sur Instagram, c'est mel.janard, mon nom de famille, J-A-N-N-A-R-D. C'est là que je parle irrégulièrement de littérature, mais j'aime vraiment ça faire ça. Puis je pense que c'est le fun. J'ai des belles discussions avec ma communauté là-bas. Bien, on est très content de t'accueillir parmi les panélistes ce soir au club de lecture. Je vous parle du livre dans une petite minute, mais tout d'abord, à ceux dans le public qui nous écoutent, soit sur le webinaire Zoom ou sur Facebook, bienvenue. Si c'est votre première fois avec nous, le club de lecture d'un océan à l'autre est une initiative du regroupement des éditeurs franco-canadiens. À tous les mois, nous vous proposons la lecture d'un livre canadien que vous pouvez emprunter gratuitement en format numérique sur le site web de notre partenaire, la Bibliothèque des Amériques. Je tiens également à remercier nos bailleurs de fonds, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario, ainsi que Patrimoine canadien. Donc, pour ceux qui nous écoutent en direct sur Zoom, vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Il y a une section questions et réponses, il y a une section discussion. Donc, n'hésitez pas à nous écrire avec vos impressions du livre si vous l'avez lu ou si vous avez des questions pour nos panélistes. Même chose sur Facebook. N'hésitez pas à nous écrire si vous nous écoutez en direct, mais sachez qu'il y a un petit délai de 30 secondes. Donc, on va recevoir vos questions, mais avec ce délai-là. Et puis, je les lirai à voix haute autant que possible. Ah oui, puis j'oublie toujours de le dire, mais on vend des punchs. On a lu le livre et on en parle de fond en comble. Donc, si vous n'avez pas lu le livre, allez-vous-en tout de suite. On ne veut pas ruiner votre plaisir. Et puis, revenez-nous lorsque vous l'aurez terminé. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on enregistre ce soir et puis tout ça sera rediffusé.
Donc, est-ce qu'on commence, mesdemoiselles, mesdames? Donc, commençons avec un résumé du livre. Tiens, José, de quoi ça parle, Coquelicot sur un rocher, en quelques secondes? Bien, en fait, c'est ça, tu l'as dit, tu l'as bien dit. Donc, on est après les attentats du 11 septembre. C'est la guerre en Afghanistan. En fait, c'est un récit croisé de 3 femmes. Le thème principal, c'est vraiment le lien des mères et leurs fils. Donc, on a 3 personnages principaux, Carla, Elaine et puis Leila, qui, chacune d'entre elles, vit la guerre de façon un peu différente, mais aussi beaucoup dans le lien avec leurs fils. Donc, on est dans la première partie du livre, on est en Afghanistan. On est avec Carla, qui est photographe et journaliste de guerre, qui couvre le conflit. Après, on va vers Elaine, qui est la mère d'un soldat américain qui est justement en Afghanistan. Et on va voir après quels sont les liens avec la première protagoniste, qui est Carla. Et à la fin, on a Leila, elle, qui est une Afghane à Kaboul et qui a vraiment été... à cause des talibans, a tout perdu son métier, perdu son mari. Et là, elle s'apprête à perdre son fils aussi, qui va être recruté, ou plutôt kidnappé, disons-le comme ça, par les talibans. Donc, c'est vraiment un récit croisé de ces vies-là et comment la guerre les affecte et comment leurs liens avec leurs fils sont détruits à cause de la guerre. Puis comment ces femmes-là aussi veulent donner un meilleur avenir à leurs fils, leur préoccupation par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, je ne sais pas si je résume bien ça, peut-être que si vous avez quelque chose à ajouter, là, mais en gros, c'est à peu près ça. Mélanie, est-ce que tu portes le même regard sur ce résumé du livre-là? Est-ce que tu veux élaborer un peu plus sur les personnages principaux? Ben ouais, je pense que qu'est-ce qui fait la force aussi de ce livre-là, c'est beaucoup la psychologie des personnages. Fait que je peux faire un petit résumé un peu plus en détail de chacune d'entre Oui. elles. D'abord, il y a Carla, Carla qui est comme le personnage la plus complexe de loin, selon moi, dans ce récit-là, qui, justement, c'est une journaliste de guerre qui définit vraiment son travail comme sa raison de vivre. Puis on sent qu'elle est vraiment tourmentée par l'idée d'avoir laissé son fils à la maison, puis d'être là, de prendre ce risque-là, d'être à la guerre. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui l'anime. Tu sais, même si c'est une femme qui veut montrer qu'elle est très indépendante dans ce qu'elle fait, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu amère, toute bouleversée à l'intérieur d'elle. Puis, moi, je disais Hélène, mais Elaine. Elaine, c'est plus la femme très réservée qui n'a jamais trop osé s'affirmer, puis que là, le fait qu'elle ait un fils qui est parti à la guerre, ça va l'amener à complètement être submergée par les émotions, puis à, pour la première fois de sa vie, se révolter pour quelque chose, tomber dans l'action pour quelque chose, s'animer. Parce qu'avant, elle était toujours un petit peu plus dans l'inaction de ce qu'on comprend de sa vie, qui était plus menée par les hommes qui l'entouraient. Et ben Laïla, c'est ça, je pense que tu l'as bien résumé aussi, José, c'est quelqu'un qui va un peu tout se faire prendre, alors que les deux autres ont choisi de prendre une certaine liberté grâce à la guerre, ben elle, au contraire, elle se fait tout voler, elle se fait voler sa liberté, son droit de pratiquer son métier, son droit de sortir de chez elle et son enfant, dans le fond. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose qui les réunit, puis c'est encore une fois, c'est ça, c'est cet amour maternel-là comme plus grand que nature. Et l'anxiété, je dirais. Mais ça, peut-être qu'on pourra élaborer plus tard. L'amour et l'anxiété. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on retrouve les personnages sous différentes formes, même au cours du roman. On pourra y revenir tantôt. Bon, avez-vous aimé ça? Qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre-là en général? Quelle a été votre appréciation personnelle? José, toi, de ton côté? J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait, parce que, bon, tu m'avais envoyé le livre, un livre pour adolescents aussi. Je voyais, OK, c'est quelque chose d'assez court à lire. Bon, je m'installe et je me mets à lire. Et là, je suis comme, oh, OK, je ne pensais pas tomber dans un sujet aussi difficile, aussi dur, en fait. J'en ai parlé un peu dans ma critique, que vous pourrez lire éventuellement, qui va être sur le site, mais j'étais au même moment en train de regarder et de binge-watcher, comme on dit, là, mais vraiment de regarder en rafale la série
The Handmaid's Tale, La Servante écarlate. Donc, j'étais comme, oh, OK, on est encore un peu là-dedans. Là. Donc, ça a été très, très intéressant. Je pense que même ma lecture, j'ai apprécié encore plus ma lecture du livre parce que j'étais déjà dans une réflexion d'une espèce de société religieuse où on enlève tout pouvoir aux femmes et tout. Ça faisait vraiment des liens entre les deux. Mais c'est sûr que ce n'est pas une lecture de bord de plage, je dirais. Puis on va y revenir tout à l'heure aussi, dans le sens que c'est Je catégorisé. confirme. Je l'ai lu aussi à la plage. J'ai aimé le livre, mais c'est pas une lecture de plage, je suis d'accord avec toi. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, après les premières pages, j'ai comme un petit peu replacé mon état d'esprit pour l'accueillir, là, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus léger. Cela dit, j'ai beaucoup apprécié quand même, mais disons que ça n'aurait pas été mon premier choix pour l'été. Mais j'en dirai pas plus pour l'instant. Je pense qu'on va creuser un peu. Mais je sais pas, Mélanie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, ça fait un peu écho à ce que tu dis, parce que moi, j'ai apprécié ma lecture, mais comme toi, je ne serais pas allée vers ce livre-là par moi-même. Premièrement, tu sais, les fictions de guerre, ben, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'attire à la base. Tu sais, je suis pas portée à écouter des films de guerre, à lire des films de guerre. Mais, puis là, je vais vous faire une petite tranche de vie, mais il y a quelques années, en 2019, j'ai été invitée à être artiste en résidence au Collège militaire royal du Canada. Fait que là, je suis sortie à fond de ma zone de confort à ce moment-là. Justement, je donnais des ateliers aux étudiantes et aux étudiants qui sont là, qui sont des personnes qui travaillent pour les Forces armées canadiennes ou qui vont travailler pour les Forces armées canadiennes. Là. Dans le fond, c'est l'établissement universitaire pour ces gens-là. Donc, je donnais des ateliers de création de vidéos, justement. Puis, le fait que, tu sais, moi, je m'en allais là, je connaissais absolument rien du milieu militaire. J'avais jamais nécessairement été intéressée par ça, mais j'ai quand même côtoyé des gens, j'ai un peu plus compris ce milieu-là. Donc, c'est sûr que quand, Xavier, tu m'as envoyé le lien vers le livre qu'on lisait pour le club de lecture, tout de suite, j'ai pensé à ma résidence au collège militaire, puis c'est ça, je pense, qui m'a donné envie de lire ce livre-là. Tu sais, de me dire, hey, là-bas, j'en ai croisé des gens qui étaient en Afghanistan, j'ai croisé des gens qui vont faire ce genre de choses-là, qui ont des parents, tu sais, puis de penser à tout ça. Donc, Est-ce que ces gens-là avaient des anecdotes à raconter sur leurs différentes missions? ben, il y a un étudiant en particulier que ça m'avait vraiment marqué. Lui, sa rencontre avec lui, ça m'avait vraiment marqué. On tournait un genre de petit reportage sur la revue de création littéraire du collège. Puis, je lui avais posé la question, pourquoi tu as décidé d'étudier en littérature? Parce que lui, c'était un retour aux études, parce qu'il était allé à la guerre. Puis, il m'avait dit, parce que moi, je suis allée à la guerre, puis cette phrase-là, elle est presque telle quelle dans le livre. Là. Je suis allée à la guerre, j'ai vu des choses inexplicables. J'ai vu des choses qu'on ne peut pas comprendre. Puis j'ai envie d'étudier la littérature pour me mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre. Puis ça, j'y repense souvent à cette phrase-là, parce que je pense que c'est presque un cliché là, de la littérature, de dire « moi, je lis pour comprendre le monde », mais venant d'un militaire, ça prend une dimension différente. Puis, donc, ça, c'était une des choses qui m'avait été dite il y a eu des échos avec ma lecture de ce livre-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il me semble que j'avais quelque chose d'autre à dire par rapport à ça. Pense-y. Si jamais ça te revient, n'hésite pas à le plugger éventuellement. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que ce livre, bon, Coquille sur un rocher, on le dit, c'est un livre adressé aux adolescents. C'est publié par une maison d'édition qui se spécialise en livres pour enfants et adolescents. Et comme adulte, là, est-ce que c'était quand même, vous avez quand même aimé ça, je semble comprendre? Oui, Ouais, toutes les deux. ben en fait, je vais tout de suite rebondir là-dessus parce que c'est ça que je voulais dire. Même si je ne serais pas allée peut-être vers ce livre-là, moi, la littérature jeunesse, c'est quelque chose que je défends beaucoup. Sur mes plateformes, je veux qu'on fasse lire plus de littérature ado aux adultes et plus de littérature adulte aux ados. Fait que
pour moi, c'était pas quelque chose qui me rebutait du tout de me dire c'est un livre jeunesse. Ça m'a pas nécessairement étonnée qu'il y ait des sujets un peu plus deep qui soient abordés là-dedans en me disant ah, ça c'est un livre jeunesse. Tu sais, comme Mhm. ben, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais Mais je vais vous demander la question à tous les deux. Quels âges seraient les âges visés par ce livre-là, à votre avis? José, peut-être on peut commencer avec toi. Oui, ben moi, j'avoue que je ne connais pas du tout la littérature pour adolescents. J'en ai pas lu beaucoup. Je ne sais pas exactement ce qui catégorise ou ce qui caractérise la littérature pour adolescents. Donc, pour moi, c'était comme. Pour moi, c'est un livre. Ben, c'est un livre pour adultes, mais quand j'étais adolescente, évidemment, je lisais plein de livres pour adultes. Je veux dire, il y avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas de littérature vraiment conçue pour nous, adolescents. Mais donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, la littérature pour adolescents. Je pense qu'il y a plein d'adolescents qui pourraient apprécier ce livre-là. Est-ce D'autres, que je toi, tu pense, aurais aimé ça le lire adolescente? je pense pas que ça m'aurait plu, honnêtement. Non? OK. Ben, je sais pas. Je pense qu'à adolescente, j'avais vraiment. Ben, je sais pas. Je pense que c'est le sujet. Comme Mélanie l'a dit, moi non plus, je suis pas très fan de la de littérature ou de même de cinéma sur la guerre. Je veux dire, j'ai essayé de me taper Les Bienveillantes. Là. Ce livre-là, je pense que je pourrais le brûler, honnêtement. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus détesté au monde. Je ne sais pas si vous connaissez Les Bienveillantes. Là, c'est une Non? en tout cas, puis même au début, j'ai trouvé la partie de Carla vraiment. Il fallait que je continue, il fallait que je me force pour continuer. C'était difficile à lire. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il y a des adolescents qui. Je pense que ce serait important qu'un adolescent lise un livre comme ça parce que, justement, on traite tellement de sujets importants, la guerre. J'imagine qu'un adolescent qui lit ça, après, n'a peut-être pas envie de s'enrôler dans l'armée. Donc, c'est quand même, ce serait un livre important pour les ados, mais je ne sais pas pourquoi c'est spécifiquement pour adolescents. Bref, peut-être parce qu'il y a des jeunes garçons là-dedans. On a 3 personnages de jeunes garçons qui sont plus ou moins dans la fin de l'enfance ou un peu sortis de l'adolescence. Donc, ça, c'est intéressant. Peut-être qu'un garçon, je ne sais pas. En fait, je serais très curieuse de voir comment réagirait. Puisque Mélanie, toi, t'en penses quoi? On comprend que tu aimes lire, puis t'aimes mélanger finalement les âges avec le public cible d'un livre. Mais dans ce cas-ci, tu recommanderais pour quel âge à peu près, à ton avis? ouais, ben, j'avoue que j'ai été quand même très étonnée que la maison d'édition, oups, il y a vraiment un gros orage, je ne sais pas si on entend, que Un la petit maison peu à d'édition, peine. la maison d'édition avait catégorisé ça 11 ans et plus. Moi, j'étais comme 11 ans, mais en même temps, j'ai déjà rencontré une jeune fille d'11 ans qui avait lu tous les Patrick Isabelle chez Leméac. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des sujets qui sont assez sensibles. Puis elle avait la maturité pour ça, mais je pense que c'est ça, tu sais, c'est ça la différence. Chaque ado n'a pas le même parcours, n'a pas le même parcours de lecteur ou de lectrice. Parce que José, tu nommais que c'était difficile à lire, puis c'est vrai, je veux dire, il y a des trucs très déstabilisants. Même aussi dans la forme, à un moment donné, j'étais comme ah, c'est qui eux? Tu sais, il y a des dialogues, puis ça m'avait un petit peu perdu. Mais bon, moi, j'ai peut-être des fois des petits problèmes d'attention dans mes lectures, mais je me disais, ça prend quand même un lectorat qui est hyper, c'est ça, mature et habitué. C'est pas son premier livre qu'un ado va lire. Il faut qu'il en ait lu d'autres avant aussi, ne serait-ce que pour le récit croisé. Tu sais, pour nous, ça peut avoir l'air de quelque chose de simple, mais pour des ados, ça l'est pas tant que ça, là, tu sais. Ça dépend lesquels, en fait. Ouais. Ce livre-là, pour les ados, j'irais vraiment dans la prescription, du cas par cas. Parce que définitivement, c'est pas pour tout le monde. C'est pas. Tu te dis pas, ah, c'est 11 ans et plus, ben, je peux donner ça à n'importe qui d'11 ans et plus. Ouais. Mais je ne sais pas pour vous, mais la fin de la deuxième section, quand on conclut la section avec Elaine et elle apprend aux nouvelles l'exécution arbitraire de Carla, moi, ça m'a fait quelque chose. On dirait que ça m'a beaucoup bouleversé. Puis je serais curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que ce passage-là
vous a affecté aussi, Josée? Je ne sais pas, il y a Ben, la façon qui est présentée. oui, ben pas spécifiquement, là, parce que, en fait, je dirais, il y a plusieurs passages que j'ai trouvé vraiment quand même durs, tu sais. Mhm. Puis je pense qu'on oublie un peu, moi j'ai plus de télé maintenant, puis c'est seulement l'Internet qui est mon rapport au monde. Donc j'ai moins de ces images involontairement garochées dans ma face. Tu sais. Mais je me rappelle un peu quand même quand on était plutôt branchés sur les nouvelles en continu, tout ça, comment il y avait du contenu tellement violent, puis tous les soirs et tout ça. Tu sais. Puis c'est vrai que cette époque-là, c'était particulièrement violent ce qu'on avait. Donc c'est un peu, je pense que le livre présente bien ça. Tu sais. C'est comme si on n'a pas choisi d'avoir ces images vraiment difficiles-là qui nous sont lancées au visage, mais c'est ce qui arrive. Donc, oui, je comprends ta réaction par rapport à ça. Puis, il y en a plusieurs autres moments comme ça qui sont vraiment difficiles. Tu sais. Mhm. Ouais, puis on dirait que dans tous les livres qu'on a lus jusqu'à maintenant avec le club de lecture, c'est le plus violent. Et c'est celui qui est pour adolescents. Donc, je ne veux Ouais. pas faire de morale cheap avec tout ça, mais comme c'est un constat. Et puis, je trouve ça intéressant d'en prendre conscience. Mais oui, on dit que ce passage-là avec l'exécution aux nouvelles. Toi, Mélanie, est-ce qu'il y a un passage qui t'a marqué plus qu'un autre durant ta lecture? Ben, c'était tous les passages qui décrivent vraiment. Tu sais, moi, j'ai noté que l'autrice avait une écriture qui était vraiment sensorielle. Elle parle beaucoup de la chaleur, des odeurs, de ses visions de personnes mortes. Tu sais, ça. Il y a un passage au début, là, mais je ne sais plus c'est lequel. Peut-être probablement le premier, tu sais, qui est le plus explicite. Puis il y a un autre passage qui est un petit peu plus extérieur à tout ça. C'est un flashback de Carla quand elle repense à une situation avec son grand-père. Mm. Où son grand-père noie un chat devant elle. Oui. Puis là, je suis en train de penser en même temps que je parle, mais tu sais, je ne sais pas si cette situation-là est mise là pour faire une espèce de contraste avec la guerre ou comment on se sent par rapport au passage où il tue un petit chat, puis Mhm. avec toute la situation horrible aussi qui est en train de se passer. Mais ça m'a fait réfléchir aussi par rapport à ce qu'avait vécu Carla peut-être dans sa jeunesse. J'avais l'impression qu'elle avait vécu de la violence, bien, visiblement, là, parce que à ce moment-là, elle dit j'ai compris que je ne pouvais pas faire confiance aux adultes. C'est quand même assez intense, puis on ne revient jamais là-dessus. Fait que là, ça m'a fait me poser la question mais est-ce qu'elle fuit quelque chose, Carla, en se dévouant à son travail, en ayant besoin de se pitcher dans la violence plus grande que nature? Peut-être que je pousse Mais trop. est-ce Mais qu'elle fuit ou est-ce qu'elle tente par ses moyens, d'offrir un monde meilleur à son fils, en essayant je sais pas, de trouver des informations sur cette guerre-là, pour montrer qu'elle n'est pas fondée. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Puis ensuite, c'est son désir vraiment d'offrir un meilleur monde à son fils, là, grosso modo. Est-ce que vous avez compris ça, vous, mettons, Josée? Oui, bien, c'est comme une quête de comprendre. Hein? Je pense que puis c'est bien que tu fasses ce lien-là avec le chat, parce que c'est de comprendre la dureté ou cet instinct de mort, en fait, ou de détruire ou de tuer, l'instinct humain de tuer des êtres vivants autour de nous, d'où ça vient ça. Donc on dirait qu'elle essaie de comprendre ça. Tu sais, le lien avec les mères et leurs fils, c'est un peu ça, c'est leur donner, on espère, en héritage une compréhension ou les éloigner de ça. Ou, je ne sais pas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. Des mères qui essaient d'élever leurs fils de façon à ce qu'ils n'entrent pas dans un cercle de violence. Puis on sent que, je suis désolée, il y a du bruit chez moi. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu ça que moi, je comprends là-dedans, cette quête-là. Puis à la toute fin, c'est ça. Quand le chapitre sur Carla se termine, elle parle à Théo, puis elle lui dit, à son fils, puis elle lui dit, je te promets que je vais te donner la réponse. Puis à la fin,
de façon très poétique, là, elle dit, bon, tiens, j'ai trouvé la réponse, ça revient au coquelicot, ça revient à la fragilité de la vie, tout ça. Donc, c'est assez poétique. En fait, c'est pas rien c'est très abstrait, mais sa propre mort, d'une certaine façon, va affecter son fils de façon à ce qu'ils se disent peut-être on ne devrait pas aller en guerre, on ne devrait pas entrer dans ce cycle de violence-là, puis de pouvoir aussi, de recherche de pouvoir, parce que c'est vraiment ça. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je l'ai compris. Là. Donc, abordons, parce que là, il faut l'aborder, les fameuses voix qui entrecoupent les différents chapitres. C'est une proposition assez forte sur le plan formel, certainement. Et bon, on vend des punchs, je l'ai dit au début, mais on le comprend pas au début, mais on le comprend au fur et à mesure qu'on lit que ce sont les voix des mères, donc des personnages principaux surtout. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet ajout ou de cette technique d'écriture que d'avoir des espèces de, je ne veux pas dire fantômes, ce serait peut-être réducteur, mais des voix qui parsèment justement, qui sont un peu plus poétiques justement dans la façon dont elles s'expriment. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, Mélanie? Ben, moi, je trouve pas que fantôme, c'était réducteur, là. Je pense que OK. ça représente bien qu'est-ce que c'est, parce que je parlais d'anxiété, mais je pense que ces voix-là, c'est les voix de la femme et de la mère anxieuse. Qu'est-ce que les autres sont en train de penser de moi? Tu sais, juste au début, par exemple, c'est les voix qui disent à Carla, va-t'en, on va te tuer, on ne veut pas de toi ici. Tu sais, il y a une partie de réalité là-dedans, mais jusqu'à quel point, tu sais, je pense que ça représente les pensées intrusives des femmes et des mères. Même à un moment donné, je pense qu'il y a comme une discussion, pas une discussion, là, mais ces voix-là qui disent t'es pas une bonne mère ou c'est quoi ta place en tant que mère. Tous ces questionnements-là que moi, j'ai pas nécessairement en tant que mère, mais que je peux avoir en tant que femme, ben, je les connais là, quand même. Mm-hmm. Ouais, c'est comme le discours. José? C'est comme le discours ambiant. Tu sais, au début, c'est un peu la voix des talibans. Après ça, c'est un peu la voix de la société. C'est un peu la voix du gouvernement américain à un moment donné. Tu sais, puis tu l'expliques bien, Mélanie. Je trouve que tu dises que c'est un peu une espèce c'est des voix qui reviennent toujours, ce qu'on a en arrière-tête de ce que les gens pensent des femmes, ce qu'on dit aux femmes aussi. Donc c'est ce monologue, pas ce monologue, mais oui, ces voix ambiantes qui nous accompagnent un peu, qui nous font aussi douter de nous ou prendre certaines décisions. Donc, c'est intéressant. Je trouvais que des fois, ben moi, c'est comme si la forme aussi, comme c'est des courtes strophes, tu sais, ça aère un peu le récit, ça allège un peu entre des scènes plus difficiles, ou des dialogues par moment, des choses comme ça. C'est pas hyper poétique. C'est comme si ça se voudrait être poétique. Ça aurait pu l'être plus, je pense. Tu sais, il y aurait une force. Peut-être à transformer ces voix-là comme en étant un petit peu plus poétique qu'on joue. Mais je pense que Mélanie, tu le dis bien, c'est vraiment plus comme des voix obsessives. Tu sais, c'est un peu ce qui tourne en rond dans la tête des personnages. Ça marche bien. Je pense que ça marche bien. Moi, j'avais noté qu'à un moment donné, il y a une voix qui dit à Carla, il est trop tard. Puis ça, c'est tellement, je pense que c'est typique de se dire, il est trop tard, j'ai pas fait la bonne chose, tu sais, j'ai pas pris la bonne décision. Puis là, je suis rendue trop loin ou je suis rendue trop vieille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez typique. Je suis d'accord avec toi aussi, José, comme c'est plus poétique dans la forme, disons, que dans le contenu. Mais je pense que ça peut être intéressant de, de le voir avec des élèves, justement, ou avec un petit groupe de lecture d'ados. Ouais. Je vais me tourner brièvement vers notre public. Sentez-vous libre, je vous rappelle, de nous envoyer vos questions, vos commentaires au sujet de Coquelicot sur un rocher. Je vais vous poser quand même une question, je la lance comme ça, si seulement que ça besoin d'interpeller, sentez-vous libre d'y répondre. Mais justement, qu'est-ce que vous avez pensé de l'utilisation et du procédé qu'a pris l'autrice avec ces voix-là qu'on retrouve un peu partout à travers le récit? Comme j'ai dit au début, moi, j'ai rien lu comme ça auparavant.
Donc, c'était vraiment intéressant à suivre, je pense, même pour un lectorat plus âgé. Non-adolescent, peut-être qu'on devrait dire. Donc, s'il y a des gens qui, c'est ça, veulent nous partager leur impression Sentez-vous libre. On a déjà, ben oui, on a un commentaire qui vient de rentrer. Donc, sur Facebook, un internaute nous dit l'oppression des religions sur les femmes, plus ça change, plus c'est pareil. Donc, quelle est la place de la religion? Est-ce qu'elle est très présente dans le livre, à votre avis? Est-ce qu'on la sent peser beaucoup sur les femmes, qu'elles soient en Afghanistan ou aux États-Unis? Josée? Bien, c'est sûr que le régime des talibans, hein, c'est un des pires, mais c'est un des exemples contemporains pour nous, les femmes, de se dire, oh mon Dieu, si ça arrivait chez nous, si on était pris pour endurer ça, vraiment. Puis je faisais des liens tout à l'heure avec la Servante écarlate, mais je veux dire, ça c'est une dystopie, mais on a amené ça au plus loin, mais oui, je pense que ça fait partie, évidemment, de la thématique du livre, parce que Leila est le personnage qui est vraiment la plus affectée par les talibans, mais ils vont finir aussi par trancher la tête de Carla, donc lui enlever la vie. Donc, c'est sûr que c'est clair que ça la concerne aussi. Elaine, d'une autre façon, les États-Unis, quand même, on sait, son God bless America. Je veux dire, quand même, dans certains milieux, on voit que son mari, c'est un policier. Donc, c'est quand même des milieux très conservateurs. L'homme, c'est lui qui prend les décisions. Mélanie la décrivait bien au début. Elaine est quand même très effacée, pas beaucoup de pouvoir. Elle accepte ce que les hommes lui disent de faire, etc. Mais bon, éventuellement, elle se soulève un peu. Elle va même écrire au gouvernement. Elle va aller marcher avec les autres mères des soldats de l'Afghanistan. Donc, c'est sûr que la religion, le patriarcat, moi, je l'ai mis dans ma chronique, mais je veux dire, c'est plus large que ça. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le patriarcat. C'est vraiment un modèle de société où les hommes ont le pouvoir, ils décident de ce qu'ils font, ils décident de ce que les femmes ont le droit de faire aussi. Puis, c'est toujours là, c'est toujours présent, puis ça peut toujours nous rattraper beaucoup plus rapidement qu'on pense, même si on vit dans des sociétés quand même assez ouvertes. Il y a Lucie Larose qui nous écoute sur le Zoom, qui se demande j'ai trouvé Carla difficile à comprendre. Si elle aime tant son fils, pourquoi s'est-elle mise en danger en quittant la base? Donc, pourquoi ce choix de quitter la base? Mélanie, est-ce que tu as une réponse à offrir à cette question? En tout cas, je suis d'accord avec vous qu'elle est difficile à comprendre, mais moi, c'est ce que j'ai aimé de ce personnage-là. En fait, ce que j'ai aimé et pas aimé, là, je veux dire, je ne l'ai pas tant aimé, mais j'ai aimé la construction de ce personnage-là. Pourquoi elle s'est mise en danger? J'avais pris une note je me demandais... serait-elle attirée par le fait de briser les conventions du rôle de la femme et plus précisément de la mère? Est-ce que c'est ça qui l'attire peut-être plus que d'autres choses, de se dire moi, je suis une femme, c'est mon travail qui est ma raison de vivre. Là, oups, depuis quelque temps, on comprend qu'elle devrait avoir une autre raison de vivre. Mais elle fait le choix de continuer ce qui la motivait malgré tout, tu sais. Puis, je trouve que la façon dont les soldats américains vont parler d'elle en la traitant de pétasse, de poufiasse, c'est quand même des mots très durs à son endroit. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Puis on va revenir plus spécifiquement à la langue de l'autrice, mais sur ces mots-là qui sont utilisés pour parler de Carla par les Américains. Josée, Mélanie, peu importe. Ben oui, mais justement, ça montre que plus tu évolues dans un milieu mâle, masculin, où il y a de la violence, où il y a de l'abus, la guerre, ça fait ressortir le pire en nous. Puis ces gars-là sont crinqués pour pouvoir affronter ce qu'ils ont à faire. Puis justement, ben là, ça devient de la misogynie, ça devient comme... Évidemment, la femme, c'est toujours... La femme et les enfants, tu sais, je veux dire, on se retourne vers eux parce qu'on se retourne vers la faiblesse ou les êtres qui ne pensent pas nécessairement comme nous. Donc ça, c'est très difficile, mais c'est pas étonnant. On sait que c'est comme ça. Pourquoi Carla... Il la protège. Les soldats sont là pour la protéger, mais ils sont violents verbalement avec elle. Mais on voit bien, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début de notre discussion, mais il y a quand même plein de beaux personnages masculins aussi dans ce livre-là. C'est pas juste les femmes. Puis justement, le mari
le mari d'Elaine, quand il est confronté quand il est avec son collègues policiers, puis ils doivent justement enquêter ou accuser des gens d'origine musulmane, musulmans aux États-Unis, de dire, il faut qu'ils enquêtent là-dessus parce qu'ils sont présumés terroristes, des choses comme ça. On voit que c'est pas tout noir et tout blanc. Cet homme-là a l'air un peu froid, un peu conservateur, mais finalement, il est très sensible à ça. Et les mêmes choses avec les soldats. On voit que Tom, Casey sont beaucoup plus modérés, sont beaucoup plus ouverts, ils veulent la protéger. Même Tom va protéger Carla jusqu'au bout. Donc, on voit que c'est plutôt l'esprit là, grégaire un peu là, de ces gars-là ensemble, avec j'oublie le nom de celui qui est un peu le leader du groupe, là, puis qui intimide finalement, c'est un bully, il intimide tous les autres, puis les autres ont besoin de le suivre parce qu'il faut faire comme lui, tu sais. Donc, on voit toute la dynamique aussi masculine, puis qu'est-ce qui amène certains hommes à devenir violents ou à devenir abuseurs et tout ça. Donc, ça, c'est beau aussi dans le livre, c'est bien décrit. Je trouve que les personnages masculins, puis je l'ai mis dans ma chronique aussi, mais les seuls dialogues vraiment qu'on entend le plus, c'est vraiment les hommes ensemble qui se parlent. On n'a pas d'occasion où deux femmes sont ensemble et ils vont discuter, mais on a ces scènes-là où les hommes ensemble discutent. Et là, je trouve qu'elle a très bien saisi là, la dynamique entre les hommes, puis justement comment un peut rabaisser l'autre, même s'ils essaient d'être plus humains, mais leur virilité, ou en tout cas la dynamique entre les deux, fait que c'est très difficile de faire ça. C'est vrai, hein, qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de dialogue féminin dans le livre. Mais ça ressemble en fait à presque n'importe quel film de guerre, finalement, où bonne chance à trouver justement deux personnages féminins qui conversent entre elles. Mélanie, comment tu réagis à ce que Josée vient de dire? Même chose pour moi. Là. Je pense que j'étais déçue, mais pas surprise de ces insultes-là ou de leur façon de parler de Carla. Tu sais, comme si la guerre, c'était vraiment juste un lieu entre hommes, puis qu'une femme n'avait pas d'affaires là. Puis je pensais à ça tout à l'heure, tu sais, je me disais, on sent aussi que l'entourage de Carla est vraiment en désaccord avec cette décision-là qu'elle a prise. Puis, tu sais, je me disais, un homme qui va faire le choix d'aller à la guerre et qui va laisser ses enfants avec la mère seulement, c'est un héros. Mais Carla fait ça, elle, puis c'est une mauvaise mère, ça n'a pas de sens. Tu sais. Je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de ce contraste-là qui est présent dans le livre. Peut-être sous-entendu, toujours. Oui. Il faut aborder la langue qui est utilisée. Donc, on a parlé des insultes, mais là, revenons au vernaculaire, au parler de certains personnages. Précisons que, bon, l'autrice est franco-ontarienne, d'origine, avec des parents originaires d'Europe. Née à Toronto, elle vit encore là maintenant. Mais pourtant, je pense qu'on s'entend pour dire que ce qu'on retrouve comme langue dans le livre, c'est pas quelque chose à proprement parler de canadien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Josée, je sais que tu as été très critique de ça dans ton texte. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? C'est sûr que toutes les scènes se passent dans des endroits où on ne parle pas français. C'est évident, qu'on soit en Afghanistan, qu'on soit aux États-Unis, à New York, ou qu'on soit... donc, ça va. Le livre est écrit en français. On comprend que ce n'est pas la langue originale du lieu où se passe l'action. Mais des fois, je l'ai dit dans ma chronique, j'avais l'impression de lire une traduction à ce moment-là, parce qu'on a tellement bouffé de traductions de livres, traductions faites en Europe, faites en France. Donc, comme Canadiens, on a l'habitude de ces expressions-là, du coca, puis oui, poufias, grognasse, tout ça. Puis, môme, on va au lycée au lieu de l'école secondaire et tout. Donc, elle a fait son choix. C'est constant aussi, je pense que, mais je pense qu'il y aurait eu moyen peut-être d'être un peu plus... mais c'est difficile parce que dans les dialogues, tu veux vraiment entendre le naturel des personnages, mais en même temps, c'était pas hyper naturel non plus. Il y a une lettre aussi, à un moment donné, que Tom écrit à sa mère. Je me disais, il me semble qu'un jeune homme écrirait jamais comme ça à sa mère. T'sais, même si c'était pas de l'anglais, le niveau de français était beaucoup trop élevé. Donc, il y a des petites choses comme ça
moi, je trouvais... Puis moi, j'aime tellement le réalisme, j'aime tellement l'oralité dans un texte, je trouve ça très important. Donc, j'avais un peu l'impression de lire une traduction. Puis je trouvais que c'est ça, que certains choix de mots, surtout si on veut adresser ça à des adolescents canadiens, francophones du Canada, j'aurais préféré soit des mots un petit peu plus... un peu moins de l'argot parisien ou de l'argot français, là, disons. Ça m'agaçait un peu, j'avoue. Ça me faisait décrocher un petit peu. Mélanie, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis je sais que tu lis beaucoup de livres pour adolescents. Peut-être que tu connais un peu plus que nous l'importance que peut avoir la lecture de livres ayant une langue à proprement parler de chez nous lorsqu'on est à l'école. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, moi, je lis beaucoup de littérature québécoise, puis des fois, je trouve que c'est mal fait aussi. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que les auteurs, les autrices adultes essayent un petit peu d'être comme yo les jeunes, puis genre non, ils disent pas ça. Puis, comme José, encore une fois, j'avais l'impression de lire une traduction, mais je me disais que ce choix-là, il était conscient, que c'était un jeu littéraire. Finalement, je pense pas. Des fois, on suranalyse trop quand on commence à penser à ça, mais je pensais justement que c'était un choix pour nous montrer que c'était pas dans la... comme je m'exprime mal, mais que un peu comme si je le lisais puis j'avais l'impression d'écouter un film, en fait. Mm-hmm. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui revient souvent quand je lis pour ados ou du young adult. J'ai l'impression de lire un film. Puis je pense que c'est quelque chose que les jeunes aiment parce que, bon, c'est un cliché peut-être de dire, mais ils sont plus sur Netflix, à écouter des séries et tout. Donc, je pense pas que ce serait quelque chose qui les rebuterait nécessairement. Puis surtout que, justement, la langue parisienne, on est quand même assez habitué. On en voit sur YouTube aussi. Mm-hmm. Donc, ouais, mais moi aussi, j'étais comme, c'est vrai que ça a fait traduction. Ouais. C'est intéressant, on dirait que tu ouvres une porte sur quelque chose que je n'avais pas anticipé, justement la contagion, si je peux dire, du cinéma, du style cinématographique vers le roman. J'apporterais quand même une nuance parce que je trouve que les voix qui sont dans le roman, je trouve pas ou je vois pas l'équivalent dans un film, mettons. Mais pour le reste, je comprends un peu ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus? Est-ce que toi, donc, tu sens vraiment que de plus en plus la littérature jeunesse emprunte des procédés de l'écriture cinématographique, scénaristique? Je pense que oui, parce que justement, on sait que c'est ça qui les intéresse, là. Tu sais, ils ont besoin de toujours être raccrochés à quelque chose, d'avoir un milieu, un début, puis une fin éclatante. C'est peut-être pas nécessairement le cas, là, c'est pour ça que je dis que c'est de niveau peut-être plus avancé, là, avec toutes les voix qui se recroisent, là, il faut quand même être assez habitué là-dedans. Mais oui, je pense que les procédés de cinéma sont définitivement là. Comme ma dernière lecture, c'est ce livre-là, qui est excellent d'ailleurs, Concrete Rose, mais c'est pas canadien, puis c'est pas en français, là, mais c'est la suite de The Hate You Give, peut-être, si vous connaissez, qui d'ailleurs a été en... Ben, ce livre-là n'est pas en film, mais The Hate You Give, moi, quand j'avais lu ça la première fois, j'étais comme, c'est sûr que ça va être un film, ce livre-là. Et effectivement, ça a été un film. Je pense que ça a même été écrit pour ça, presque. Des fois, j'ai cette impression-là dans la jeunesse, mais peut-être surtout plus américain ou anglophone. Je ne sais pas pourquoi nécessairement. Ça fait partie de leur culture d'édition, de peut-être espérer justement avoir un film rapide qui peut être fait Ouais. facilement sur le... est-ce que José, tu penses que bientôt en cinéma, Coquelicot sur un rocher ou pas tellement? Ben, non, oui, en fait, j'ai mis une note à la fin. Ça ferait un très bon court moyen métrage, je trouve, parce que j'aime bien, tu sais, les récits croisés, c'est très visuel aussi, ben, très sensoriel, comme tu disais, Mélanie, les odeurs et tout, mais tu sais, avec le coquelicot, bon, ces choses-là, puis comment les personnages finissent par se croiser et tout, et ça serait une super belle structure de scénario, en fait. Je pense que ça marcherait très bien.
Je pense qu'on est tous un peu contaminés. On consomme tellement de cinéma et maintenant de séries télé là, on a beau dire, je pense que tout le monde et tous ceux qui écrivent, on consomme presque plus de contenu télé ou cinématographique que de littérature souvent. Donc, ça fait partie de notre façon de raconter les histoires. Et je pense que c'est pas étonnant que ces procédés-là se soient vraiment mêlés à la littérature et à l'écriture depuis 20-30 ans parce que ça fait, comme je dis, on en consomme tellement. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça, en fait. Je veux dire, j'aime bien ça parce que je pense que justement, on est capable de vraiment imaginer le récit, vraiment le voir, le sentir. On circule à travers les images, au travers les lieux, un peu comme une caméra. Mais oui, je pense que ça ferait un bon petit film. Ou au théâtre. Au théâtre aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, j'ai deux dernières questions pour vous, mais avant, une pour le public. Donc, est-ce qu'à votre avis, vous aimeriez voir Coquelicot sur un rocher au cinéma d'ici les prochaines années? Faites-nous savoir oui ou non et pourquoi. Défendez votre choix. Pendant que vous répondez, Mélanie, je voulais qu'on parle de ce qu'on appelle un trigger warning, donc un avertissement. Toi, dans tes notes, tu disais qu'il y avait beaucoup. Bon, c'est un roman qui est très chargé, qui est très violent aussi, avec des descriptions graphiques parfois. Est-ce que ce roman aurait eu intérêt à avoir une quelconque forme d'avertissement au début pour les Ouais, lecteurs sensibles? je me suis posé la question, même si moi, je ne suis pas nécessairement une fan des trigger warnings en littérature, parce que je trouve que peut-être que ça dénature un peu la littérature dans le sens où c'est un livre, puis surtout, voyons, il est où mon livre? C'est un livre sur la guerre, donc je pense qu'il faudrait que tu t'attendes à ce qu'il y ait du contenu peut-être justement assez imagé qui puisse être choquant, donc tu sais, je suis pas nécessairement pour les gros trigger warnings, comme moi j'étais fan de rap quand j'étais jeune, là, le gros parental advisory, non. Mais peut-être que je l'aurais plus signifié sur la 4e de couverture, qu'on s'en allait vers ça. Mais je me posais la question, est-ce que c'est possible d'écrire un livre de guerre sans corps explosés, sans bombardement, sans odeur de mort, sans tout ce qui est atroce comme ça, puis ce qui fait mal à lire, là, parce que, tu sais, moi-même en tant qu'adulte, j'ai lu ça, puis je me suis dit, je ne suis pas bien présentement. Tu sais, je pense que ça recoupe un peu ce que je disais tantôt, où c'est un livre qui doit être prescrit de manière sensible par les adultes qui vont le diriger vers les ados. Ouais. Est-ce que, Josie, à ton avis, ça a sa place dans des livres, ce genre d'avertissement? Ben, je sais pas. Peut-être c'est une pratique qu'on devrait avoir maintenant, mais c'est vrai qu'un adolescent, par exemple, qui irait dans une bibliothèque, c'est des livres pour sa catégorie d'âge, il le prend, il voit la couverture, il lit un peu en arrière, puis c'est vrai que ça peut peut-être être un choc, j'avoue. Comme nous-mêmes, on l'a dit, on ne s'attendait pas à ça, c'était pas une lecture de plage. Donc peut-être, comment dire, par exemple, j'avoue que c'est un peu, ça m'échappe un peu, de comment mettre ça. Au cinéma, oui, on a tous ces codes-là, mais pour les livres, je ne sais pas si ça se fait, comment ça se fait. Mais c'est vrai que peut-être, oui, dans la 4e. Aussi. Ben oui, puis en même temps, je veux dire, on est complètement libre de faire ce qu'on veut. On peut commencer une lecture et décider de ne pas la terminer si c'est trop difficile ou trop dur. Mais donc, on peut le mettre de côté puis dire je le reprendrai plus tard. Mais ouais. Le public nous dit, Lucie Larose dans le chat nous dit qu'elle n'aime pas les films de guerre, donc elle vote contre le fait que le livre soit repris. Mais ceci dit, je pense qu'on le dit, ça pourrait faire il y a certainement un potentiel pour une très bonne pièce de théâtre. Et je pense, et là je suis un peu perdu, mais c'est possible, parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des auteurs, mais c'est possible que pour ce livre-ci, l'autrice m'a dit qu'initialement c'était un projet de théâtre. Mais je ne suis pas certain de ce que je dis, mais en tout cas, on garde ça en tête quand même. Ça se peut que je me mélange avec une autre auteur ou autrice. Bon, alors terminons avec une dernière question. Le titre
Coquelicot sur un rocher, est-ce qu'il est bien choisi, à votre avis, pour le roman? Mélanie. Ben, j'avoue que j'avais un petit peu triché. J'avais écouté une entrevue avec l'autrice avant, fait que je savais pourquoi elle avait choisi ce titre-là. Je pense que c'est un très beau titre, mais j'avoue que j'ai pas pensé à... Ben oui, je pense que c'est bien choisi parce qu'on sent que la fleur, elle revient, là, c'est comme un fil rouge dans le livre. Le chocolat aussi revient. Ouais, la fleur et le chocolat. Coquelicot, chocolat et un rocher. Non, mais c'est vrai. Puis en fait, on me dit qu'il y a des gens dans le chat qui réagissent comme Kelty qui me dit oui, elle confirme que j'ai raison. Là, l'autrice a parlé d'une pièce de théâtre. Elle avait imaginé ça comme une pièce de théâtre au départ. Donc, je ne suis pas dans le champ de guerre. José, à ton avis, est-ce que Coquelicot sur un rocher, c'est un bon titre pour ce roman? Oui, c'est un bon titre. Je pense que même puis c'est très bien illustré aussi. On le montre depuis tout à l'heure, mais tu sais, le coquelicot, on sait que c'est le coquelicot qu'on porte au jour du souvenir. Donc, tu sais, il y a un peu cette connotation avec la guerre, évidemment. Donc, oui, on ne perçoit pas trop dans le titre, par contre, qu'on va parler d'autant de violence, je pense. C'est très doux, c'est très beau, c'est très coquelicot sur un rocher. Mais non, moi, j'aime ce qu'elle a fait avec toute la thématique du coquelicot, comment le fil rouge dont parle Mélanie, puis comment elle le ramène à la fin et tout. Donc, je trouve que c'est très habile, puis c'est très beau. Et ça a plein de potentiel visuel, justement, que ce soit pour le cinéma ou pour une pièce de théâtre. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment super intéressant à utiliser avec ces couleurs-là. Puis moi, je fais le lien justement avec la Servante écarlate. Le rouge, c'est le sang, c'est l'amour maternel, c'est la passion. Tu sais, le rouge, c'est puissant comme couleur. Donc, c'est un beau choix, je crois. Oui. C'est drôle, moi aussi, je peux faire un lien. Tantôt, je vous montrais mon Oui. autre livre que j'ai lu presque en même temps. Ben, le titre, c'est Concrete Rose. Donc, c'est un peu le même concept de titre. C'est la rose qui pousse sur du ciment. Puis, mais on est dans quelque chose de complètement différent, sauf que je ne sais pas si ça vous fait ça des fois, des espèces de synchronicité quand on lit deux choses back-à-back ou rapprochées, des trucs qui se répondent dans les deux livres. Ben ça, il y en a quand même eu parce que c'est l'histoire d'un jeune homme dans une gang de rue. On est ailleurs, mais il y a toute la question de l'homme qui montre ou non ses sentiments, qui a décidé de s'embarquer dans quelque chose, qui va-tu réussir à s'en débarquer? En tout cas, bref, petite parenthèse, mais je trouvais ça quand même cocasse que les deux titres soient vraiment basés sur le même concept, là, de la douceur qui émerge de quelque chose de très dur. Oui. Ben, je prends note de ce livre-là, puis disons qu'on va faire un triptyque là, avec la Servante écarlate, Margaret Atwood en même temps. C'est ça. Enfin, on donne des devoirs là, à ceux qui nous écoutent pour lire ou visionner La Servante écarlate, puis Concrete Rose de Angie Thomas. Je vous écoute parler, puis tu sais, on parlait de est-ce qu'on n'a pas un avertissement assez grand quand on ouvre le livre, mais il y a quand même un soldat armé jusqu'aux dents sur la couverture quand on regarde bien. Donc, on annonce quand même qu'il va y avoir des fusils, là, des explosions, tout probablement. Donc, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Peut-être rapidement, avant de conclure, un mot de la fin à chacune. Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas couvert avant de se laisser. Est-ce qu'on a une volontaire? Puis sinon, c'est pas grave, on continue puis on conclut. Non, ça va. OK, alors, je vous passerai la parole à la toute fin. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. C'est toujours un plaisir de vous savoir parmi nous. Merci beaucoup à Mylène Viens, qui est agente de communication et qui a été d'un soutien incroyable aujourd'hui. Elle était en vacances au mois de juin et son absence s'est fait sentir. Donc, c'est un plaisir de la retrouver ce soir. Puis merci Mylène, ainsi que toute l'équipe du Regroupement des éditeurs pour votre soutien. Le mois prochain, en août, on va lire Le legs d'Eva de Wabeshig Rice. C'est un auteur des Premières Nations de l'Ontario, si je ne me trompe pas. C'est paru, ce livre-là, chez les éditions David, et on va en discuter avec Catherine Lemire, une crie françaiscoise qui est au Yukon.
ça s'invente pas. Et un autre panéliste a confirmé à la fin du mois d'août. Donc, je vous invite à vous joindre à nous pour l'occasion. Évidemment, ce livre-là sera disponible et disponible en ce moment, en fait, sur le site web de la Bibliothèque des Amériques gratuitement pour emprunt. Josée, Mélanie, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on aura la chance de refaire ça ensemble tous les trois. Donc, Merci. merci et puis Certainement. bonne prochaine lecture à vous deux et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Bye.